Bulle de vie, votre magazine santé avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les familles, les seniors, les entreprises et les associations. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bulle de vie consacré aux addictions. Malgré des actions de prévention toujours plus nombreuses chaque année, la consommation d'alcool et de tabac ne diminue pas. Pour comprendre les mécanismes de l'addiction, je reçois 4 invités aujourd'hui. Le docteur Ben Dimerad, bonjour. Bonjour Jordan. Vous êtes médecin addictologue au centre hospitalier de La Rochelle. Voilà, exactement. Je suis chef de service d'addictologie de l'hôpital de La Rochelle. On en parlera plus tard, qui regroupe plusieurs entités à l'intérieur du service. Tout à fait. Boris Deveau, bonjour. Vous êtes cadre de santé, toujours au sein du service d'addictologie du cadre hospitalier de La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Anouk Villemot-Floira, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice du collectif Addiction pour la Maison associative de la santé, tout à fait. Toujours à La Rochelle. Oui. Et puis Brigitte Leguet, bonjour. Vous êtes en visio et vous êtes formatrice pour l'association Addiction France. C'est ça. Alors, tout d'abord, on va commencer, docteur Ben Dimerad, par un peu de vocabulaire. Quelle est la différence entre addiction et dépendance ? Alors, c'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet directement. Alors, si vous voulez, les mots ont du sens. Et historiquement, on expliquait aux patients en difficulté avec l'usage des substances qu'ils étaient dépendants. Mais il y avait un petit biais parce que on peut, dans un contexte de vie, dans un moment difficile, être très dépendant. Et puis certains patients, à d'autres moments, arrivaient à restaurer un usage adapté aux produits ou au comportement addictif, et donc ils étaient plus dépendants. Donc on leur disait, vous êtes dépendant, vous êtes plus dépendant, et c'était un petit peu stigmatisant parfois parce qu'il y a ce seuil, je rentre dans une catégorie, on appelle ça l'approche catégorielle, donc ça y est, vous êtes dépendant, et donc vous rentrez dans ce spectre de la dépendance. Alors, l'association psychiatrique américaine a évolué, et dans la santé mentale, on essaie vraiment de trouver des moyens de ne pas stigmatiser les personnes en difficulté, que ce soit pour les troubles psychiatriques, ou pour les addictions, qui sont dans le cadre de la santé mentale. Et donc, on parle effectivement d'addiction, c'est beaucoup plus large. On parle aussi, par exemple, pour l'alcool, on dit troubles de l'usage. Ça va de l'usage simple, excessif, dommageable, très dommageable pour la santé. Il y a toute une gradation des difficultés liées à l'usage du produit. Et donc, le fait de parler d'addiction, hormis le fait que c'est un petit peu un terme aussi à la mode, il y a même des chansons, Addicted to Love, etc., on pourra en parler, mais effectivement, le mot addiction est moins stigmatisant et quelque part, il décrit mieux la trajectoire des personnes qui sont en difficulté. D'accord. Dans cette première partie d'émission, je vous propose déjà dans un premier temps qu'on parle des addictions aux produits et avec quelques chiffres qui nous ont été transmis par justement l'association Addiction France. 42% des consultations sont pour l'alcool, en fait. Donc, ça fait 5 millions de personnes concernées. Et puis, pour le tabac, donc c'est 29% des consultations, soit environ 13 millions de personnes. Et au total, ces deux produits représentent 71% des consultations. Alors, on sait qu'il y a des indicateurs de consommation qui sont répétés très régulièrement. Si on dépasse les seuils de consommation, par exemple de l'alcool, quelles sont les conséquences pour la santé ? Alors, c'est pareil, c'est une question, Jordan, très vaste. Pour dire, les recommandations et les normes ont évolué. Quand j'étais jeune étudiant en médecine, c'était les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et on disait que pour ne pas avoir de dommages sur la santé liés à l'usage de l'alcool, il fallait que, pour les hommes, consommer moins de 28 doses par semaine, et pour les femmes, moins de 21 doses par semaine. La dose étant une dose définie par l'OMS, c'est 10 grammes d'alcool. Donc, quand vous allez chez le cafetier, qui a une licence 4, eh bien, vous payez pour 10 grammes d'alcool. Et ça, c'est important de le savoir. Ensuite, pour calculer les doses, c'est important aussi il y a des gens qui boivent à la maison, et donc une bouteille de vin rouge, rosé, blanc, c'est 70 grammes, 7 doses. Une bouteille de vin cuit, c'est entre 13 et 17 doses, et une bouteille d'alcool blanc, whisky, gin, vodka, c'est 23 doses, donc 230 grammes d'alcool.
Ça permet de quantifier, si vous voulez, les quantités consommées. Voilà. Alors, ces recommandations, elles ont évolué. Elles ont évolué au vu des données scientifiques et puis aussi des contre-feux des lobbies de l'alcool qui font aussi leur métier. Leur métier, c'est vendre de l'alcool. Et nous, notre métier, c'est soigner les personnes et protéger leur santé. Donc, il y a un terrain, effectivement, où on peut ne pas être d'accord. Et aujourd'hui, les recommandations françaises, donc c'est 10 doses, donc 10 verres standards par semaine, mais avec au moins un jour avec 0 alcool. Voilà, ce sont des recommandations qui sont ce qu'elles sont, mais elles ont été établies au vu des études et des projections de santé publique. D'accord. Voilà. Et les conséquences pour la santé, pour le coup? Alors c'est pareil, quand on parle des conséquences de l'alcool, on pense souvent à la cirrhose hépatique, hein, mais attention, avant tout, il y a pas mal de choses. Si vous allez voir un jeune étudiant en difficulté qui s'est alcoolisé le soir, si vous voulez parler d'une cirrhose, il va vous rire au nez. Eh bien, il y a deux choses. Il y a les dommages immédiats liés à ce que je fais sous alcool et que je n'aurais pas fait si je n'avais pas été alcoolisé. Oui, c'est le comportement, en fait. Exactement. On y reviendra tout à l'heure avec Brigitte, justement. Et c'est très important. Et c'est très important. Ensuite, les dommages, eh bien, alors, dans les contre-feux du lobby de l'alcool, on pourrait dire que dès une dose par jour, l'incidence de tous les cancers va augmenter. Donc, ce soit pas forcément les cancers digestifs d'ailleurs, hein, le cancer du sein, cancer de la vessie, etc. Dès une dose par jour, l'incidence de tous les cancers va augmenter. Outre également, bien sûr, le fait que l'alcool va maintenir une réaction inflammatoire chronique dans l'organisme et donc être génératrice d'un bon nombre d'autres troubles, bien sûr également des troubles cardiovasculaires. D'accord. Brigitte, justement, vous formez, vous, des professionnels du secteur médico-social. Comment vous traitez cette question de l'addiction auprès de ces professionnels ? Alors c'est vrai qu'on propose effectivement différentes formations, dont une plus particulière qui se nomme Acquérir un regard social en addictologie. Et l'objectif est de permettre aux professionnels des secteurs sociaux au sens large de faire le pas de côté, de dépasser ces freins dans la relation d'aide et donc de sortir du champ sanitaire et médical dont on vient finalement d'entendre face aux conduites addictives, mais par contre de ne pas faire l'impasse sur les comportements inappropriés que ces pratiques suscitent. En France, nous sommes tous très formatés par la pensée sanitaire. Souvent, on dit qu'il dit addiction, dit pour nous soins, et l'objectif des professionnels sociaux, surtout aussi, comme de l'entourage au sens large, est de faire admettre à la personne qu'elle a un problème. Donc, il faut qu'elle aille consulter. Et c'est là souvent que les soucis commencent. Alors, pour qui? Plus pour nous que pour l'usager en soi. Car très régulièrement, l'usager n'est pas d'accord. Pour lui, il n'a pas de problème. Ça n'est pas un problème. Et alors là, se met en place le jeu et la danse du chat et de la souris, du renforcement du déni pour l'un et le sentiment d'incompréhension et d'incompétence pour l'autre dans la relation d'aide. Donc je pense que pour sortir de là, il est essentiel de développer un autre regard qui est plutôt le regard social. Et d'ailleurs, pour moi, travailler en addictologie, ce n'est pas un métier en soi, mais plus une démarche. Car nous sommes multiples professionnels en addictologie. Et en fonction de la casquette professionnelle que nous portons, nous ne pouvons pas avoir le même point de vue. Parce qu'on ne rencontre pas l'usager ou la personne au même moment. Par contre, tous ces points de vue sont complémentaires les uns aux autres et ils convergent tous quand même vers un même objectif, c'est apporter du soutien à l'usager. Oui. Donc l'addicto-social, c'est la gestion sociale des problématiques addictives et non médicale, sanitaire ou répressive. Si la personne consomme, c'est que ça fait sens dans sa vie, donc inutile d'aller contre. Par contre, l'objectif n'est plus de focaliser sur les produits, les pratiques, mais bien sur les conséquences concrètes et sociales que ça suscite. Et ce qui apporte aux professionnels des secteurs sociaux une chose essentielle et légitime d'intervention, c'est le problème. Le problème n'est pas la supposée addiction ou dépendance, mais bien les comportements inappropriés que l'usager donne à voir. Oui, c'est sûr. Parce que la rencontre, c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui donne à voir. Et ça va vraiment permettre aux travailleurs sociaux de rester dans leur champ de compétences et de remettre la personne au centre, donc l'usager au centre, de le reconnaître, de le respecter en tant qu'individu, en tant que personne, capable de changement, et non pas supposé malade ou supposé addict, pour lequel nous n'avons pas de pouvoir sur ce sujet-là en soi, en tant que travailleur social, et donc de pouvoir différencier la personne de son comportement. Oui. Après, s'en suivra effectivement le savoir-dire, etc. Bien sûr. Mais je pense que, juste pour finir, je pense que l'entourage professionnel comme l'entourage familial ou amical se trouve en amont de tout cela. Il joue un rôle majeur, je pense, dans le parcours de l'usager.
Et aussi, il faut qu'il apprenne à dire de manière légitime. Pour cela, il doit faire avec ce qu'il voit et non avec ce qu'il suppose ou ce qu'il interprète. Ouais. La grande difficulté, elle est là. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on voit? On voit un comportement et on suppose une dépendance. D'accord. Alors, le médecin, lui, il a la compétence de cela, mais pas nous. Justement, vous avez une petite remarque à faire à Brigitte par rapport à ça? Non, mais c'est vrai que comme dit Brigitte, l'addiction, les problématiques liées aux substances, c'est la rencontre, l'addictologie au sens large, c'est la rencontre entre une substance, avec ses propriétés pharmacologiques, un individu, avec sa génétique, son parcours de vie, son histoire, l'état d'âme du moment, et puis un environnement ou un moment socio-culturel. Et donc, il faut être très 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 prudent sur la causalité. Il y a souvent des co-occurrences, mais il faut être très 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 prudent pour que nous soignants ne soyons pas le bras armé d'un regard sociétal, moralisateur. On doit être très 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 vigilant par rapport à ça. Moi, en tant que médecin, je prends parti pour mon patient. Moi, je prends le parti d'être optimiste, et je prends le parti d'accompagner mon patient. Voilà. Justement, dans les Boris Deveau, dans les différentes structures, j'ai été amenée à m'y intéresser un petit peu dans un autre cadre professionnel. J'étais un petit peu perdue entre CISA, ELSA, XAPA. Il y a de quoi, oui. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer rapidement en quoi consistent ces différentes structures? Il y a des structures nationales, comme les XAPA, qui sont des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il y en a un petit peu moins de 400 en France. Nous, sur le secteur de La Rochelle, on en a 2. Un qui est géré par l'hôpital, qui est plutôt pour les patients qui ont des troubles d'usage de l'alcool. Et on a les collègues de Tremplin 17, où eux, c'est plus pour les usagers dépendants aux opiacés. Mais ça, c'est le fonctionnement sur La Rochelle. Il y a à peu près 400 XAPA en France. C'est anonyme et gratuit. C'est pour les usagers, mais c'est aussi pour leurs proches. Oui. Donc, vous avez les ELSA, qui sont les équipes de liaison et de soins en addictologie, qui sont au sein des établissements de santé. Il y en a à peu près 250. En fait, les ELSA vont faire des consultations avancées au sein des services. Ça peut être dans un service de chirurgie, dans un service d'urgence. L'équipe dit, on pense que cet usager a une problématique addictive. Ce serait peut-être intéressant que l'ELSA vienne discuter avec cette personne et voir un petit peu si elle peut l'orienter sur quelque chose. C'est complémentaire, en fait, toutes ces structures? C'est complètement complémentaire. L'ELSA a aussi un grand rôle auprès des professionnels de santé, d'information, de formation, de mise en place de protocoles. Schématiquement, on peut avoir un patient qui est dépendant à l'alcool, qui est hospitalisé en chirurgie. Il ne l'indique pas, parfois il n'en a même pas conscience, et il peut être en manque d'alcool et faire ce qu'on appelle un pré-DT ou un délirium tremens, et se mettre potentiellement en danger. Donc l'ELSA, par exemple, a mis en place des protocoles pour nos collègues des autres services qui n'ont pas notre expertise pour les aider. D'accord. En fait, juste pour resituer les chiffres, tout à l'heure vous parliez des chiffres, on estime qu'il y a 5 millions de personnes qui ont un trouble de l'usage de l'alcool, il n'y en a que 10% qui consultent. D'accord. Donc, donc on est bien loin juste les chiffres, chiffres. On est à 40 000 morts pour l'alcool par an, 70 000 pour le tabac, ça nous fait un Covid tous les ans, sur ces deux, si on replace dans le contexte. Oui. Donc ça, c'est l'ELSA. Et nous, on a sur La Rochelle, sur le centre hospitalier, on a le CISA, qui est le service intersectoriel en addictologie, c'est-à-dire c'est une unité d'hospitalisation pour des sevrages de 2 semaines ou des cures complexes d'1 mois. Prioritairement, on va dire, pour des patients dépendants à l'alcool. Voilà. Mais on commence à s'orienter aussi sur sur différents produits. Ok. Vous, Anouk, vous gérez, vous animez le collectif Addiction pour la Maison associative de la santé. Quels sont les membres, on va dire, actifs du collectif ? Alors le collectif, il a été créé pour faire un lien entre toutes les structures qui peuvent accueillir quelqu'un qui a besoin d'une prise en charge en addiction. Donc on va déjà avoir des membres de l'hôpital qui vont aussi être présents au collectif Addiction. Et nous, on a voulu rajouter un point de vue plus associatif en rajoutant des associations qui faisaient partie de nos associations adhérentes de santé. On va avoir une majorité d'associations sur l'alcool parce que c'est un des sujets principaux dont on parle notamment aujourd'hui. On va avoir les associations Alcool Assistance et la Croix-Bleue qui vont être un peu plus ciblées sur une prise en charge individuelle,
où on va moins faire des rencontres, ça va plus être des rendez-vous téléphoniques, voilà, quelque chose de plus intimiste. On va avoir les alcooliques anonymes qui, eux, sont très, comme leur nom l'indique, sont vachement basés sur l'anonymat, sur des rencontres. Et il n'y a aucune obligation. Chaque rencontre est différente. On n'est pas obligé d'assister à toutes les réunions. Et c'est vrai que ça, c'est un point qui peut être très important pour quelqu'un qui a envie simplement d'assister à des réunions. Et on va aussi avoir des associations pour les proches des personnes alcooliques. Parce qu'on sait que c'est très important l'entourage pour soutenir justement les personnes. C'est important pour soutenir et ça a aussi des conséquences sur leur vie personnelle à eux, forcément. C'est une pathologie qui est grave et qui a besoin, qui demande beaucoup de soutien et qui peut avoir des conséquences sur la vie de tous les proches. Et du coup, pour ça, on a Al-Anon et Al-Atin. Alors, Al-Anon, c'est pour les adultes et Al-Atin, c'est plus pour les jeunes adultes. Donc, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils peuvent s'adresser à vous pour justement connaître les associations membres de votre collectif et puis aussi avoir des contacts avec les jours de permanence, etc. Exactement. Ils peuvent vraiment s'appuyer sur vous, sur la maison associative de la santé. Oui. Nous, on fait de l'accueil du public en continu. Enfin, dès qu'on est ouvert, tout le monde peut venir s'adresser à nous pour trouver des renseignements sur des associations de santé. Et donc, on peut se présenter en expliquant qu'on cherche une association pour cette problématique-là. Et nous, on va être là pour les rediriger vers l'association qu'on semble la plus adaptée, en fonction de s'ils préfèrent des rencontres, un suivi individuel, etc. D'accord. Et on peut leur donner les dates des permanences, les numéros, tout ce qu'il faut. On est là pour leur donner le contact, en fait. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et donc, Patrick, pour la prise en charge d'une addiction à l'alcool, est-ce que c'est la même que pour une prise en charge à la cocaïne ou à l'héroïne ? Est-ce qu'on peut se sevrer de polyaddiction en même temps ? Alors, on peut tout faire. D'abord, c'est important de voir qu'est-ce que nous proposons. En fait, pendant très 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 longtemps, on a dit aux personnes en difficulté avec l'alcool, vous êtes malade de l'alcool ? Bien maintenant, il faut arrêter tout de suite jusqu'à la fin de vos jours. Et donc, beaucoup de personnes qui étaient en difficulté, qui accumulaient des dommages sur leur santé à cause de l'alcool, mais qui étaient à un stade de motivation où ils voulaient seulement réduire leur consommation, parce qu'ils avaient quand même un début de perception des dommages accumulés, mais ils voulaient seulement réduire. Et on disait, ah non, vous ne nous intéressez pas. Si vous voulez venir, il faut arrêter totalement jusqu'à la fin de votre vie. C'était un vieux discours, et ce discours posait problème, parce que, alors, ceux qui étaient accompagnés, on s'en occupait bien, on faisait ce qu'on pouvait, mais il y a plein de gens qui restaient sur le bord de la route. Donc, depuis les années, je dirais, 2005-2010, il y a le concept de réduction de la consommation qui est arrivé. Et ça, c'est très très important, c'est un vrai changement de paradigme. On a dit aux personnes, venez là où vous en êtes. Et si vous percevez des difficultés, venez, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. On va essayer de voir si on peut vous accompagner pour réduire. Et certains y arrivent et retrouvent un usage régulé. Attention, certains n'y arrivent pas. Mais quelque part, en tentant de réduire, et malheureusement en n'y parvenant pas, ils font l'expérience initiatique que, chez eux, malheureusement, ils ne peuvent pas trouver un usage régulé de l'alcool. Et donc, malheureusement, ils doivent, pour eux en tout cas, par rapport à leurs souhaits initiaux, ils doivent aller vers l'arrêt total parce qu'ils ont l'effet on-off. À savoir, dès qu'ils commencent, la pulsion, l'envie impérieuse de consommer, qu'on appelle craving, je sais, ça m'a de l'anglais, c'est pas très beau, mais c'est un mot vraiment qui définit bien les choses. Oui. Hein, ce fameux craving est trop fort et ils ne peuvent plus résister. Dès que ça commence, ça s'enflamme. Voilà. Alors après, effectivement, la question initiale que vous me posiez, c'était est-ce que l'alcool est produit je dirais, les principes, entre guillemets, de base sont les mêmes, à savoir gérer les moments de craving, chercher le sens que ça a de l'usage du produit, qu'est-ce que ça apporte, parce que si je suis angoissé et que je délègue à l'alcool la gestion de mes émotions quand j'ai un moment de stress ou une fumée de cannabis, malheureusement ça marche. Malheureusement ça marche. Mais je vais sous-traiter. C'est-à-dire je vais demander au produit de faire à ma place. Et au bout du compte, je vais quelque part perdre ma capacité à manager mes émotions et à gérer ce qui se présente à moi en demandant au produit de le faire à ma place. Oui. Donc il vaut mieux être autonome et essayer d'affûter ses outils psychologiques pour parvenir. Alors je fais attention à ne pas avoir un discours moral. Hein. Certaines personnes ont un usage totalement récréatif qui ne pose pas de problème. Il ne faut pas oublier. Sur les 50 millions de Français qui ont déjà expérimenté l'usage de l'alcool, je ne parle pas des très très jeunes et de ceux qui pour des raisons religieuses ou autres ou philosophiques ne consomment pas, mais environ 50 millions de Français ont été exposés à l'alcool. Et 5 millions sont souvent en difficulté. Alors c'est 10%, mais c'est énorme. Puis, sur ces 5 millions, 3 millions vont mourir plus tôt, et pour 1 million, ça va être très très grave. Oui. Brigitte, pour l'association Addiction France, vous avez été amenée à accompagner des personnes
avec une seule addiction ou plusieurs addictions. Comment ça se passe un accompagnement au sein de votre association ? On va travailler sur le sens que ça a. L'idée, c'est comprendre quel sens ça a, qu'est-ce que ça vient faire dans la vie. Et on va travailler sur à quoi ça sert, quel problème ça pose, comment on peut gérer le problème, comment on peut gérer les choses pour que ça pose moins de problèmes. En fait, c'est un accompagnement de longue haleine. C'est aller à la vitesse de l'autre. Et effectivement, il y aura des expériences plus ou moins importantes. Il faudra comprendre des avantages et des inconvénients, à réussir à une meilleure gestion ou pas réussir. En fait, c'est la confrontation aux inconvénients qui suscite le changement. Donc, en fait, c'est un travail long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein d'Exapa, eh bien, on n'a pas de durée limite dans le temps dans l'accompagnement. Et ça, je crois que c'est une vraie avancée. Effectivement, on va à la vitesse des gens et c'est eux qui décideront peut-être à un moment donné s'ils doivent aller faire un sevrage ou pas. Enfin, vraiment, on est sur cette écoute-là, quoi. Oui. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel de les remettre au centre de ça. Et on est frustré parfois, c'est vrai. Quand on accompagne, on peut être frustré. Mais ceci étant, voilà, ça avance doucement et je me dis que c'est l'essentiel. C'est de considérer l'autre, quoi, capable de changement. Boris, vous êtes sur le terrain avec d'autres soignants. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans les types de consommation et dans les profils aussi ? Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Madame Leguet. En addictologie, c'est l'humilité. C'est l'école de l'humilité. En fait, et on a nos patients, nos usagers, on a leurs proches qui sont dans des fois une quête d'une solution miracle. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le gros travail de toutes les équipes, c'est justement de faire d'amener le patient aussi à réfléchir quelle est la fonction, quelle est la fonction du produit. Sur votre question sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que, mesdames, vous commencez aussi à nous rattraper au niveau des addictions. Nous, on est à peu près à 25% de femmes, 75% d'hommes sur le service d'hospitalisation. Sur le XAPA, on est 70-30. Avec des dommages beaucoup plus forts à consommation égale, beaucoup plus forts pour vous, parce qu'il y a des inégalités aussi dans la consommation. On ne sera jamais égaux. Hein. On ne sera jamais égaux, voilà. Non, mais c'est... ce qu'on constate, c'est de plus en plus de polyaddiction. Nous, les gens viennent majoritairement pour l'alcool, mais le cannabis est quand même très, très présent, quasiment omniprésent, avec des gens qui viennent pour arrêter l'alcool, mais qui ne souhaitent pas arrêter le cannabis. Ce qui pose un petit peu problème au sein de l'hôpital, voilà, je ne vous cache pas. On a aussi de plus en plus de gens qui sont sous traitement de substitution, en fait, qui à un moment donné ont remplacé des produits aussi par les autres. Et les polyaddictions entraînent des dommages beaucoup plus sévères. Schématiquement, on a des gens beaucoup plus abîmés plus tôt, physiquement, psychologiquement. Ce qu'on constate aussi, c'est que malheureusement, la crise que nous traversons aggrave cette situation. On va dire que la précarité, la crise économique, les angoisses liées au Covid, etc., ont fait exploser les demandes. Nous, au sein des services, on a des demandes très, très pressantes des partenaires, du sanitaire et social, parce que la demande auprès du public précaire, par exemple, est très, très, très forte et qu'on n'a pas forcément, personne n'a forcément les moyens d'y répondre et que c'est extrêmement compliqué. Nous, notre problématique aussi, clairement, c'est les proches qui appellent, qui sont extrêmement démunis, des mères, des épouses, des pères, qui disent « Prenez mon mari, prenez mon fils, s'il vous plaît, venez le chercher, hospitalisez-le de force, il ne veut pas soigner. » Et quand on leur dit « non, ce n'est pas possible », c'est extrêmement difficile à entendre. Est-ce que je comprends ? Le premier, moi, j'ai ces familles au téléphone pour leur expliquer que le soin en addictologie, justement, fonctionne pas comme ça. Si on devait hospitaliser toutes les personnes qui boivent trop, on n'a déjà pas de place à l'hôpital, ce sera un petit peu compliqué. Donc ça fait partie des difficultés, la vraie détresse des familles quand un proche ne veut pas du tout se faire aider. Et voilà. Là, on a coutume de dire que la maladie fait le vide autour d'elle, effectivement. Oui. On le constate. Et c'est là que les associations aussi peuvent prendre le relais aussi dans l'accompagnement. Vous vouliez intervenir, Brigitte ? Oui, sachant qu'au sein d'Exapa, nous sommes quand même des rares structures où on accueille l'entourage. Parce que je pense qu'on minimise l'accueil de l'entourage. Il n'y a pas assez, effectivement, on n'évoque pas assez ce sujet-là. Ouais. Et je crois qu'un suivi pour un accompagnement, c'est essentiel, je crois. Et en plus, il n'y a pas de durée limite dans le temps. Il y a des gens qui viennent une seule fois, ça leur suffit d'avoir entendu des choses, de comprendre. Et puis, on sait que c'est systémique, la place de l'entourage, elle est importante.
dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que cette notion de soin, et j'en reviens à cette notion de comportement inapproprié, c'est les outiller aussi à savoir quoi dire et quoi faire. Non pas sur la supposée addiction, mais bien sur les comportements que eux, qui les mettent eux en souffrance. Et je crois que quand ils entendent que ça leur pose un problème plutôt que de dire il ou elle a un problème, c'est violent aussi, je le vois bien. Moi j'ai des gens qui réagissent fort parfois, mais c'est comprendre ça et que de leur place, ils ont des choses à faire, des choses à dire et que c'est essentiel, aussi bien pour eux que pour la personne consommatrice, quoi. Ouais. Pour rester encore sur cette thématique d'addiction aux produits, juste le tabac, on a l'impression, pourtant ça touche 13 millions de Français, mais on a l'impression que c'est plus facile d'arrêter le tabac. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Alors, c'est vrai que pour le tabac, en fait, ce qui est différent par rapport à certaines autres addictions, c'est que, alors déjà, c'est un produit très addictogène. Un très grand nombre de fumeurs sont dépendants. Un très très grand nombre de fumeurs. Il y a très peu de fumeurs occasionnels, il y en a, mais il y a très peu, ou assez peu, on va dire quand même, de fumeurs qui peuvent, de manière récréative, fumer une cigarette par mois. La grande majorité des fumeurs sont des fumeurs qui sont dans les critères vraiment d'addiction sévère. Première chose. Ensuite, c'est vrai que pour le tabac, en fait, les conséquences dommageables, elles arrivent beaucoup plus tard. Elles arrivent au bout de... alors, pour tous ces systèmes cardiovasculaires assez rapidement, mais pour la crainte des cancers, pour toutes les craintes psychosociales en fait, hein, que les gens connaissent. Les fumeurs savent que c'est pas bon de fumer, hein, et vous inquiétez pas, ils le savent. Hein. Mais les dommages arrivent plus tard. Ouais. Et il y a un très très fort lobbying, bien sûr, de l'industrie du tabac qui fait son métier. Et alors, je tiens à dire aujourd'hui par exemple, près des écoles, qu'est-ce que vous voyez? Les jeunes qui vont fumer ce qu'on appelle la puff. La puff, c'est une petite sorte de cigarette électronique jetable qui coûte une dizaine d'euros. Il y a 600 tafs dessus, avec les codes couleurs TikTok, hein, du rose, du blanc, des barres, etc. Et aujourd'hui, quand vous passez près des collèges, des lycées, eh bien, vous voyez les jeunes qui vont commencer. En fait, tout ça, c'est bien étudié parce que dès que l'on a initié une voie d'abord pour utiliser une substance psychoactive, eh bien, on va plus facilement l'utiliser pour ingérer tout autre type de substance. C'est-à-dire que si je commence à fumer la puff, eh bien, malheureusement, je suis à fort risque ensuite de passer au tabac. Et c'est la finalité quand même de l'industrie du tabac, de vendre ses produits, donc de nous les faire acheter. Bah oui, et on sait que le cannabis est souvent associé au tabac. On a quelques chiffres aussi là de l'association Addiction France. Ça représente 16% des consommations, enfin des consultations, pardon, pour 700 000 personnes. Quels sont les effets délétères pour les plus jeunes? Parce que bon. Alors, c'est un vaste débat. Oui. C'est un vaste débat. Il faut faire attention à être scientifique et pas moral. Dans la fumée de cannabis, il y a une cinquantaine de substances qu'on appelle les endocannabinoïdes, dont on en connaît un certain nombre, mais on ne les connaît pas toutes. Il y a bien sûr le THC, hein, qui a des effets psychotropes, qui sont variables d'une personne à l'autre. Et comme dans les sketchs humoristiques, c'est certain, moi ça me fait rien ton truc, c'est vrai. Et d'autres, premier pétard, ils vont avoir un épisode délirant ou un bad trip, enfin des moments très 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 désagréables, ou parfois un effet d'apaisement. Donc c'est vrai qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle de réaction au cannabis. Ensuite, il y a d'autres molécules, notamment le CBD dont on parle beaucoup, et peut-être d'autres molécules qui sont en train d'être découvertes. Donc il faut faire attention à ne pas avoir d'approche morale. Clairement, lorsqu'on décide d'expérimenter le cannabis, on s'expose à un danger. La meilleure façon de ne pas être dépendant, de ne pas être addict, c'est de ne pas expérimenter. À titre personnel, j'ai jamais expérimenté la cocaïne, voilà, l'héroïne, je ne suis pas dépendant. Et c'est bien, j'ai des barrières morales qui, je me dis, bon, c'est... Voilà, puis je n'ai pas spécialement envie d'essayer, d'autant plus que je vois malheureusement les dommages. Oui, mais vous voyez, ça. La meilleure façon de ne pas être dépendant, c'est de ne pas expérimenter, il ne faut pas oublier. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis qui circule actuellement est beaucoup plus fort que le cannabis qui circulait dans les années 70 ou 80. C'est ça. Les fabricants, etc., clairement, ce sont des producteurs, des vendeurs. Le but aussi, c'est de créer des consommateurs. Donc, Et par rapport à, on en entend beaucoup parler là du cannabis thérapeutique, quelle est la posture du centre hospitalier de La Rochelle par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une ouverture quand même ou pas pour les douleurs neuropathiques, les soins palliatifs ou même les personnes épileptiques? Est-ce qu'il y a quand même une ouverture? Oui. Alors, nous, à La Rochelle, on n'est pas un CHU. On fait un peu de recherche, mais moins qu'en CHU. Donc, on n'a pas de posture institutionnelle par rapport à ce produit. Mais je connais un bon nombre de médecins addictologues en CHU, notamment le professeur Amine Benamina, qui travaillent beaucoup sur la question du cannabis thérapeutique, avec des résultats tout à fait intéressants. C'est pour ça que, je le dis vraiment, il ne faut pas être sur une approche morale, il faut vraiment rester sur une réflexion scientifique autour de la pharmacologie des molécules, de leur cible, et pourquoi pas
Voilà, pourquoi pas. En D'accord. tout cas, en termes de dommages, je dirais, le mieux, c'est de ne pas expérimenter que ce soit le CBD ou le THC. Mais si je suis dépendant au cannabis de rue, au THC, qui effectivement, comme disait notre collègue Boris, parfois il y a 20% de THC, alors qu'en mai 68 c'était 2%. C'est pas la même chose. Oui. Pour peu que ce soit fumé dans ce qu'on appelle les douilles ou les bangs, qui va permettre de refroidir la fumée et de concentrer le produit, qui est très lipophile, on arrive en fait à concentrer par 100 si on fumait simplement les pétards de mai 68. Donc, vous voyez, on parle plus de drogue douce, de drogue forte, c'est vraiment, voilà. Ouais, donc, pas le même produit qu'avant, quoi. Exactement. Donc il faut rester très très prudent et très scientifique. Et donc il y a de nouveaux produits qui peut-être seraient intéressants sur le plan psychologique. En tout cas, ce n'est pas le THC. D'accord. Ça va être juste, je me permets, ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans les pays comme le Canada, où ça a été légalisé, où c'est géré par l'État, où il y a des études qui commencent à sortir, qui, je pense, voilà, on en reparlera dans quelques mois, voire quelques années. D'accord. Justement, la maison associative de la santé a reçu récemment l'association régionale Coréade pour les actions, notamment au niveau du tabac. Est-ce que vous pouvez juste en dire quelques mots sur vos liens avec cette association ? Elle fait partie du collectif Addiction, justement, et on est régulièrement en lien avec eux pour savoir quelles sont leurs actions qui sont mises en place. Donc, c'est généralement des actions de prévention, mais aussi où ils vont essayer de rentrer en action. Nous, notre but, ça va être de communiquer un maximum à toutes les personnes qui peuvent venir nous voir, notamment les mardis matins, on fait un café de 10h à midi où tout le monde est libre de passer nous voir. Et du coup, à ce moment-là, c'est le moment pour nous de transmettre les informations sur peut-être des interventions qui peuvent intéresser les usagers, parfois même des formations que la Coréade peut organiser pour des professionnels. Et nous, c'est faire le lien, donner le bon tuyau quand on voit que ça peut intéresser la personne et qu'elle peut en avoir besoin surtout. Donc c'est surtout ça, c'est faire le lien avec la Coréade et aussi, pourquoi pas, des fois, faire le lien avec des associations avec qui nous, on est en lien, transmettre les contacts pour que des actions puissent s'organiser à différents lieux, sur différents sujets. D'accord. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on passe rapidement aux addictions sans produit. Je pense notamment aux jeunes et un peu aux moins jeunes sur la cyber-addiction et l'addiction au jeu. Quels sont les signes qui doivent alerter les parents par rapport à une cyber-addiction ? Alors, c'est une question très vaste, puisque c'est une question qui est à la fois sociétale, médicale, sociologique, voilà. Mais quand même, il faut avoir les idées claires. Quand on parle d'addiction, on parle de dommages. Et donc, devant ce qu'on appelle la surexposition aux écrans, puisque le mot addiction est discuté par les spécialistes, on ne fera pas de débat d'école, on dira surexposition. Effectivement, le temps que les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, vont passer devant les écrans, c'est un temps qui va être en concurrence avec le temps, quand on a 14-15 ans, aux acquisitions scolaires, faire du sport, la vie sociale, les relations interpersonnelles, plein de choses. Et donc, le dommage initial principal, ça sera le temps volé. En fait, c'est du temps volé sur d'autres activités. Et ça, c'est important, puisqu'il faut parler de dommages. Après, je le redis, attention aux approches morales, parce que vous allez avoir, par exemple, un philatéliste qui va regarder les timbres pendant 5 heures, compter les petits traits, regarder ce qu'il y a dedans, etc. On va dire c'est un passionné. Et puis votre enfant, il va jouer 3 heures à un jeu vidéo en ligne, on va dire il est addict. Alors que l'école ça va bien, que tout le reste fonctionne bien. Donc voilà, attention, c'est comme tout, il y a une question de gradation. Alors, ce qui est compliqué, c'est que avec les réseaux sociaux, il y a pas mal de biais potentiels. Le harcèlement ne s'arrête plus à la porte de l'école, il est intemporel, le jour, la nuit. Là, il y a des dangers, etc. Et c'est là où nos collègues, les acteurs psychosociaux, les acteurs du social, ont des choses à apporter pour accompagner les jeunes à développer leurs compétences psychosociales, qui sont quand même un des meilleurs moyens de prévention par rapport aux pièges qui peuvent se présenter devant les écrans et tout ce qui va derrière. Parce que les jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo avec mon fils qui a 13 ans. Je joue avec lui, je partage du temps avec lui. Mais quand on va manger, on va manger. Oui. Quand c'est l'heure d'aller manger, on arrête et on va manger. Voilà, donc voilà. Pour que les parents s'inquiètent, effectivement, s'il y a des très grosses crises lorsqu'on supprime le jeu ou qu'on retire le jeu, s'il y a des difficultés à l'interface monde virtuel, monde réel, attention, ce sont des petits signes qu'il faut explorer, qui peuvent être des petits signes de problèmes potentiels à venir. Voilà. Mais globalement, il faut explorer un petit peu, je dirais, l'écologie globale du jeune. Si tout fonctionne bien, il a le droit d'avoir une activité récréative et surtout ne pas s'arc-bouter sur une approche morale. Moi, j'interdis ça, c'est totalement déraisonnable. Les enfants sont stigmatisés de ne pas être. Nos enfants vivent dans un monde psychosocial qui est tel qu'il est. On peut apprécier, ne pas apprécier. Ce qui est important, c'est de garder une certaine gradation d'ouverture et de richesse. Si je peux me permettre, excusez-moi, juste je pense que ça se joue beaucoup plus tôt qu'à l'adolescence. Le risque, il est
pour avoir travaillé en pédopsychiatrie, le risque, il est chez les enfants qui, dès quelques mois, 2 ans, 3 ans, ont des tablettes, où les parents, il y a un psychologue qui avait appelé ça une tétine numérique, et je pense que ça porte bien ce nom. L'enfant, quand il se construit, il a besoin de s'ennuyer. Et on est rentré dans une société où, en tant que les parents, ne supportent plus que leur enfant s'ennuie, se disent « je suis un mauvais parent parce que mon enfant s'ennuie, je vais lui donner quelque chose à faire, une tablette, etc. » Sauf que c'est un calcul qui est à long terme, et je pense délétère. L'enfant, il se construit en s'ennuyant, et il va combler ce vide. Ce vide, ça va être les écrans, mais ça va être aussi... en grandissant, il ne va pas savoir combler ce vide. Et ça va être aussi les produits. On voit que c'est une porte d'entrée. Ouais. Donc, c'est pour ça que les recommandations sur les écrans 3, 6, 9, etc., ça se joue, je pense que ça se joue beaucoup plus tôt qu'à l'adolescence. Oui. Brigitte, juste quelques mots sur l'association Addiction France. Comment vous gérez ces addictions sans produits ? Eh bien, on les gère quand les demandes se font, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je ne sais pas si les parents viennent spontanément chez nous, mais comme nous sommes un XAPA généraliste, eh bien, peu importe les addictions sans produit, en tout cas, ils seront forcément accueillis, seront écoutés. On proposera un accompagnement adapté à leurs besoins et leurs demandes, et souvent c'est aussi apaiser, comprendre qu'un cadre c'est essentiel, que gérer la frustration, il n'y a pas d'autre solution que de le faire. C'est tout ça, c'est apaiser ça, c'est tout ce qui s'est dit sur le plateau, c'est exactement ça. Donc en fait, effectivement, on va gérer ça de la même manière, quoi. Comprendre le sens que ça, parce que je veux dire que si on s'enfuit là-dedans, c'est que ça fait sens aussi, c'est qu'il y a des choses plus compliquées à gérer en termes émotionnels. Donc en fait, on va vraiment s'adapter en fonction des demandes et des besoins. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, et je pense que souvent, c'est aussi apaiser et comprendre le rôle, sa place, que chacun retrouve sa place, quoi. À un moment donné, voilà, je crois que ça c'est essentiel. D'accord. J'ai encore quelques questions. Juste sur le sucre, on parle de son fort pouvoir addictif. À partir de quel moment on peut considérer qu'on est addict au sucre ? C'est pareil, c'est comme pour les écrans, c'est une vaste question. Hein. Mais je vais vous répondre. Oui. Si vous voulez, le sucre comme le sel sont des exhausteurs de goût. Donc ils vont apporter des sensations un peu plus fortes et appétitives et agréables, et ça a du sens. Voilà. Faisons un tout petit peu de neurosciences. Nous avons dans notre cerveau un système, je dirais, motivationnel interne, qui s'appelle le circuit de la récompense, qui fait que, globalement, si je résume, la nature va nous récompenser par une sensation agréable lorsque l'on va effectuer des actions qui vont nous permettre de continuer à vivre en harmonie dans le monde qui est le nôtre. S'hydrater quand on est déshydraté, manger quand on a faim, la vie intime, etc., la reconnaissance de la vie sociale. Et c'est un système physiologique avec une hormone qu'on appelle faussement hormone du plaisir, mais c'est un peu vrai quand même, puisque c'est l'hormone du plaisir, la dopamine, dans certaines zones du cerveau, ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Eh bien, le sucre ou d'autres substances vont pirater un petit peu ce circuit, c'est-à-dire que je vais avoir une décharge, entre guillemets, de dopamine, donc agréable, alors qu'à un moment, je n'ai plus besoin pour mon corps, parce que j'ai accumulé assez de calories pour l'exercice physique immédiat. Et donc, effectivement, les conséquences dommageables qui vont être le surpoids, l'obésité, et c'est vrai qu'après, parfois, il y a un curseur, et puis un lâcher-prise. Oui. Et juste une petite dernière question sur notamment les addictions aux médicaments et à leur usage détourné. J'ai vu récemment un reportage sur les chemsex. Est-ce que vos patients abordent ces questions de l'addiction au sexe facilement, et est-ce que c'est une question que vous abordez de manière systématique dans vos consultes ? Alors, systématiquement, je dirais pas forcément, surtout quand j'ai des jeunes de 15 ans. Voilà. Cela étant posé, c'est des questions importantes. Les chemsexeurs, au départ, historiquement, c'est parti beaucoup de la région parisienne, des grandes capitales européennes. Nous avons, en province, des chemsexeurs. Voilà. Mais je dirais que c'est pas une majorité. Et attention à l'addiction au sexe. Alors, c'est pareil. En 2 mots, il y a des gens qui ont une hypersexualité, à savoir, ils consomment beaucoup, ils en sont contents, ils en sont satisfaits. Les addicts au sexe, ils vont souffrir. Parce qu'ils ne pourront pas envisager des rapports interpersonnels sans avoir screené avec qui ils pourraient pratiquer, ou sans être préoccupés de manière récurrente par ce besoin impérieux de pratiquer l'activité sexuelle. Donc, il y a une souffrance. C'est ce qui fera la limite entre l'hypersexuel et l'addict au sexe, c'est l'arrivée de la souffrance, et bien sûr,
comme toujours en addicto, la survenue de conséquences dommageables. D'accord. Sans transition rapidement, Anouk, quels sont les prochains temps forts de la maison associative de la santé? Eh bien là, nous, déjà, on continue nos masses café à thème tous les mardis matins avec un thème particulier à quasiment chacun, où on va faire venir des intervenants. La fin mai, mais là, du coup, je pense que ça ne sera pas encore diffusé, enfin que l'émission ne sera pas encore diffusée, mais on fait intervenir notamment Tremplin 17, dont on parlait tout à l'heure sur le sujet du tabac. On va aussi essayer de mettre en place en octobre prochain une conférence sur le sujet de la cyberaddiction, justement, dont on parlait à ce moment-là, essayer de faire venir des intervenants et pouvoir ouvrir le débat justement sur ça sur cette thématique qui est quand même vachement en train de grandir. On le voit surtout après la crise du Covid qui a vachement fait monter ça. Donc c'est une demande qui a été faite par nous parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup plus de demandes de la part des usagers sur ça. Et ensuite, on continue d'accueillir le public. On met aussi en place des ateliers de sophrologie gratuitement qui sont disponibles pour les aidants. Donc ça peut aussi être un lien avec des aidants de personnes en situation d'addiction. On fait plein de choses, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour la moindre question. Très bien. Bien, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous aussi, Brigitte, qui était en visio. Et puis, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez trouvé beaucoup d'informations dans cette émission. Et puis, je vous retrouve très, très bientôt pour un nouveau Bulle de vie. Merci à vous. Merci, Jordan.